Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel de mon été 2025. Prenez de quoi boire, de quoi manger, accrochez-vous puisque l'été a été un petit peu dense. J'ai donc avec moi mes anti-sèches. Dire d'abord qu'une grosse partie, enfin une semaine du mois de juillet a été occupée par le Festival d'Avignon qui a fait l'objet d'un bilan spécifique. Et donc là, on est sur tout ce que j'ai vu, lu, traversé pendant les mois de juillet et août 2025. D'abord, j'ai pas mal avancé dans ma quête dans mon grand projet, dans mon grand rêve Marvel. Bref, j'ai vu Iron Man 3, Captain America le soldat de l'hiver, Gardien de la Galaxie volume 1 et 2, Avengers l'ère d'Ultron, Ant-Man, Captain America Civil War, que j'ai vachement bien aimé, qui est complètement Avengers et pas Captain America, mais que j'ai bien aimé. Black Panther, Black Widow que j'ai adoré parce que Natasha Romanoff, ma vie, et que Florence Pugh étant la sœur de Natasha Romanoff, j'ai tellement hâte de voir Thunderbolt, encore plus. Là, ce qui me tient de finir le Marvel Cinematic Universe, c'est d'arriver à Thunderbolt. Parce que maintenant que je sais que le personnage de Florence Pugh, qui est sur l'affiche de Thunderbolt, c'est la sœur, presque, de Natasha Romanoff, n'en dites pas plus. J'ai vu Spider-Man Homecoming et Doctor Strange. Donc j'ai pas mal avancé quand même. Et en fait, j'ai vu pas mal de films parce que je me suis fait un challenge un film par jour en août, que j'ai à peu près tenu jusqu'au genre 18-19 par là. Donc, j'ai vu. En fait, quand je savais pas quoi regarder ou que j'avais pas le temps d'aller au cinéma, je regardais un Marvel. C'est pour ça que j'ai pas mal avancé aussi en août. Euh, et sinon, j'ai également vu en termes de cinéma Amélie et la métaphysique des tubes, que j'ai trouvé très très beau en termes d'animation, qui m'a vraiment beaucoup plu dans le visuel, mais j'ai pas trop accroché à l'histoire et à ce que ça raconte. Donc je me dis peut-être que c'est vraiment écrit à hauteur d'enfant et que ça m'échappe un peu à ce niveau-là parce que bah ouais, enfin ça me parle pas parce que je suis pas une enfant. En tout cas, j'ai pas trop accroché à l'histoire. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu rien raconté. J'ai vu Eddington d'Ari Aster. Bon, bon, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'était long, mais c'était long, mais c'était long. Alors Emma Stone, je l'aime beaucoup. Dommage qu'on la voit pas plus. Austin Butler en gourou d'une secte, il est exceptionnel. Dommage qu'on ne voit pas plus. Mais à part ça, on s'ennuie. Je l'ai trouvé vraiment sans intérêt. Ensuite, j'ai vu K-pop Demon Hunters, une petite watch party avec une copine. Je l'ai trouvé assez chouette. En vrai, c'était assez cool. J'ai passé un bon moment. Le film est sympa. Bon, après, je comprends pas trop la hype, je dois reconnaître. Je comprends pas ce qui en fait un film exceptionnel et ce qui fait que voilà, c'est un phénomène. Oui, c'est parce que K-pop, mais bon, je sais pas, c'est pas non plus. Ça va pas retourner le beat, quoi. Ensuite, Pathé faisant des séances spéciales Disney, je suis allée voir Aladdin avec mon neveu. Moi, je trouve ça exceptionnel de pouvoir emmener mon neveu voir au cinéma les films qui ont rythmé et bercé mon enfance. Vraiment, Aladdin, banger. Ensuite, puisque j'étais un peu dans cette vibe presque nostalgique, j'ai regardé Toy Story, le premier. En fait, je me rends compte que je pense que Toy Story, j'ai vu énormément le 3, mais j'ai pas tant vu que ça le premier. Et vraiment, Sid, mais quel affreux personnage. Ensuite, j'ai vu Les Trois Dragons. On a fait même chose, une petite pyjama party dragon avec mes copines, parce que c'est genre l'un des dessins animés préférés au monde de ma meilleure pote. Donc on a regardé Les Trois Dragons. J'avais, je pense, je m'étais endormie un jour devant le premier, donc je l'avais pas vraiment vu. Et donc voilà, là on a enchaîné les trois. En vrai, c'est vraiment cool Dragon, je trouve comme univers. J'arrive pas à savoir quels sont mes préférés, si c'est 1, 3, 2 ou 1, 2, 3, genre dans l'ordre de préférence. Ensuite, j'ai vu Sorry Baby d'Eva Victor dans une toute autre ambiance que j'ai trouvé brillantissime. J'ai trouvé que c'était ultra réussi parce que c'est hyper sensible, que c'est fin, que c'est subtil, que ça raconte le traumatisme mais de façon tellement humaine. Genre la relation, la sororité, enfin à quel point les femmes qui s'entourent s'aident et se soutiennent, je trouve ça exceptionnel. La scène sur le parking où elle fait la crise de panique et le monsieur à la fenêtre là qui... Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça d'une humanité et Dieu sait que voilà, moi c'est des sujets sur lesquels j'ai dû... Enfin qui me tiennent beaucoup à cœur. Je suis pas une personne qui croit particulièrement en l'humanité et en la bonté des gens. Mais alors là, ça m'a bouleversée de... Je sais pas, je trouve que le traitement du sujet, il est hyper juste, hyper pertinent, parce que d'une grande humanité, d'une grande subtilité, d'une grande finesse, tout en n'omettant pas la violence, tout en n'omettant pas le traumatisme, et tout en n'omettant pas les séquelles physiques, psychologiques de ce traumatisme sur un corps, sur une personne, sur une vie.
Et j'ai trouvé, franchement, Sorry Baby, pour moi, là, sur l'année, c'est un film qui peut faire un top. Ensuite, j'ai vu L'été de Jaya d'Olivier Mays, que j'ai trouvé bien, mais pas exceptionnel, un peu capillotracté, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment, à hauteur de jeunes personnes adolescentes, le vécu, parce que Jaya et l'autre fille dont je me souviens pas le prénom, on voit bien qu'elles ont deux personnalités très différentes et donc deux façons très différentes de vivre l'exil, l'attente, la demande d'asile, etc. Donc déjà j'ai trouvé ça intéressant voilà, de donner à voir ce que c'est aussi cette attente, ce temps long, cette pression permanente, cette angoisse permanente d'attendre le résultat d'une demande, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant sur ce que ça raconte aussi des parcours de demande d'asile. Et aussi intéressant de le vivre à travers les yeux d'adolescentes, donc de jeunes personnes qui ont tout perdu et qui attendent. Et qui attendent une vie meilleure dans un autre pays qui pourrait les protéger ou pas. Enfin voilà, c'est tout le sujet du film, notamment. Ensuite, j'ai vu Gagarine, ça faisait longtemps que je voulais le voir. En fait, j'ai d'abord vu le long métrage et après j'ai regardé le court métrage. Le long métrage, en vrai, je l'ai trouvé trop bien. Genre, j'ai trop aimé les images et tout. Après, j'ai trouvé que le délire un peu genre espace, science-fiction, tout ça, était pas très bien mis en œuvre. Genre, tout ce qui est un peu de la rêverie et tout, j'ai trouvé que les scènes, elles étaient pas terribles. Donc, ça m'a un peu genre sorti du truc. Mais sinon, le film, j'ai trouvé trop cool. J'ai trouvé ça assez chouette comme setup. Enfin, comment est-ce qu'il a été imaginé, installé dans cette cité qui a vraiment été détruite et tout. Et qui, je pense, du coup, met en jeu pas mal d'habitants et habitantes du quartier, quoi. Donc ouais, je l'ai trouvé assez cool. Et après, c'est vrai que le court-métrage, j'en garde pas trop de souvenirs parce que je l'ai regardé vraiment genre le lendemain du long-métrage. Ensuite, j'ai vu La Boum pour la première fois. Je l'ai vu au cinéma, même chose pâté dans ces petites séances spéciales là de l'été. Ça a pas très bien vieilli. Et en même temps, je comprends la hype. Pour le coup. Bon, après, je le vois avec des yeux d'adulte et de femmes qui a 25 ans en 2025. Donc forcément, ça a très très mal vieilli, c'est très problématique. Partout, 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 partout. Tout est problématique. Ok. Et pour autant, j'ai pas non plus passé un mauvais moment et je comprends la hype. Je comprends pourquoi ce film, quand il est sorti en 1980, j'exagère. Oui, non, 1980, a fait phénomène. Franchement, premier degré, je comprends. Ensuite, j'ai vu Les Filles Désir. C'est compliqué, Les Filles Désir. C'est compliqué. En fait, pour un film qui s'appelle Les Filles Désir et qui met quand même comme protagoniste une slash deux femmes, on voit beaucoup d'hommes. Évidemment, on voit essentiellement des hommes dans des scènes violentes, d'insultes, d'agressions sexistes, d'objectification des femmes, des mecs qui zonent et qui insultent les femmes et qui machin, qui truc et tout. Il y a énormément de ça. Et assez peu, finalement, il y a une espèce d'épiphanie de 3 minutes à la fin, de sororité, de c'est super, de on s'adore, vive les femmes, on n'a pas besoin des hommes. C'est sûr que pour un film qui s'appelle Les Filles Désir, on aurait pu s'attendre à plus. Et pour autant, je n'arrive pas à trash talk ce film parce que je suis intimement convaincue et persuadée que ce qu'elle veut nous raconter, la réalité vécue de ce qu'elle veut nous raconter, à savoir des femmes qui vivent dans ces espaces géographiques, socio-culturels, etc., bah c'est celle-ci. Et en fait, les petites scènes où notre personnage principal, elle essaie de leur dire « Ah mais attendez, ce que vous diriez à ça si c'est moi qui passe ?» Ou elle essaye un peu de les reprendre et tout, et en fait elle se fait très vite rembarrer. On pourrait se dire « Ah ouais non mais c'est quoi ce film qui parle des femmes mais qui laisse pas du tout la... » Enfin on les entend quasiment pas, elles se font toujours couper la parole et tout. Bah oui, en fait, effectivement, on n'entend pas les femmes, effectivement, on voit pas les femmes, mais parce qu'en même temps, c'est la réalité vécue de ce qu'essaye de nous montrer et de dénoncer d'une certaine manière peut-être la réalisatrice. Donc, je suis un peu perdue. Et en même temps, bah ça nécessite un degré de lecture un peu second, parce que moi, j'arrive à me dire, effectivement, il y a ce que le film me montre et il y a ce qu'il me raconte en me montrant ça. Mais sauf que la première chose, c'est ce qu'il me montre, et ce qu'il me montre, c'est des hommes violents. Mais en même temps, j'arrive pas à dire c'est un film horrible, et enfin, j'arrive pas à trash talk, et c'est compliqué parce que je trouve que c'est pas aussi simple que ça, et en même temps, bah, la réalité, c'est que les gens qui vont pas chercher au-delà, qui vont pas chercher midi à 14h, qui vont pas chercher à comprendre, qui connaissent pas forcément ces milieux, etc., vont se dire ah bah de toute façon, les Noirs et les Arabes, c'est tous des agresseurs.
c'est tous des mecs qui zonent dans les rues à Marseille et qui insultent les femmes. Bah non, mais oui. Non, c'est pas le cas, on peut pas faire une généralité, et en même temps, oui, ces hommes existent. Et c'est ça qu'on nous montre, et c'est ça qu'on nous dénonce. Enfin, bref, là, je suis en train de tourner en rond et de répéter 400 fois la même chose de façon à peine différente. En tout cas, c'est compliqué, les filles désir, j'arrive toujours pas à me positionner parce que je n'arrive pas à le trash talk, et en même temps, il y a plein de choses qui vont pas, et en même temps, c'est ce qui en fait un film cohérent, crédible, qui, moi, m'a paru retranscrire une réalité. Ensuite, j'ai vu partir un jour le court-métrage d'Amélie Bonin, et ben je regrette de ne pas être allée voir en salle le long-métrage. Bon, il va sortir bientôt, je pense, sur la médiathèque numérique d'Arte, donc je le regarderai. Mais alors, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma DA de film. Vraiment pas. Vraiment, mais pas du tout. Et en fait, je crois que j'aime bien Bastien Bouillon, donc déjà ça aide. Juliette Armanet, je suis un peu en mode ma star, et en fait, j'ai trouvé ça super. Le court-métrage, je l'ai adoré. Et donc j'ai très très hâte de voir le long-métrage, pour revoir ces acteurs, actrices, chanteuses un peu plus longs, et il y a tout le rapport à la musique, enfin c'est pas une... je crois que ça se qualifie pas de comédie musicale, mais c'est un film musical quand même. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, et pourtant, mais alors on est à 1000 lieues de ma DA habituelle de cinéma, mais alors là. Ensuite j'ai vu L'épreuve du feu, qui a été une expérience sociale des plus traumatisantes. Crise de panique à toutes les interactions sociales. J'étais d'un mal-être, mais c'est ce qui fait que le film est très réussi. À chaque interaction sociale, que ça soit entre les deux, le jeune couple là, qui est le main caractère du film, que ça soit lui, j'ai aucun prénom parce que je retiens pas les prénoms, que ça soit notre personnage principal, le gars, en interaction avec tous ses anciens potes slash personnes qui l'ont harcelé quand il était jeune, pas plus tard que l'année d'avant, ce truc de vouloir prouver à ces gens qui m'ont traumatisé que je vaux aussi bien qu'eux, ce rapport ultra classiste à cette fille qu'il a rencontrée dans un tout autre contexte que leur contexte blanc bourgeois, qu'il leur présente, et qui sont donc tous ces riches d'une grande condescendance vis-à-vis de cette fille, mais lui qui n'arrive pas non plus à se positionner, à assumer. À la fois il assume parce qu'il aime beaucoup cette fille, et en même temps il assume rien du tout parce qu'il veut juste impressionner ces gens-là. Et il y a un truc, moi, qui, à chaque interaction sociale, je suis en mode oh mon pire cauchemar, mais pourquoi tu t'infliges ça? Et en même temps, c'est tellement réussi, et c'est drôle parce que ça m'a donné envie. Alors, rien à voir, et en même temps, je sais pas, ça m'a trop donné envie de revoir Neuilly sa mère au prisme du regard d'adulte. Parce que, alors, Neuilly sa mère, il y a aussi la question du racisme en plus de la question du classisme, mais je sais pas, j'ai trouvé que ce rapport. Social était hyper intéressant, et je me dis mais en fait Neuilly sa mère, est-ce que ça raconte pas ça aussi? Ça raconte complètement ça en fait, en plus du racisme. Euh, j'ai regardé Les Belles cicatrices de Raphaël Jouzeau, c'est un film, un court-métrage d'animation dont on voyait beaucoup d'extraits sur TikTok à un moment, c'est Arte qui l'a produit. Et en fait, bah, le plus gros était déjà dans les extraits qu'on voyait sur TikTok. Alors l'animation, je l'ai trouvé trop chouette. Après, ce que ça raconte, j'étais un peu moins... Bah ouais, en fait, le gros de ce que ça raconte et qui est vraiment intéressant, c'est ce que j'ai vu un millier de fois dans les extraits qui étaient mis sur TikTok. Donc voilà. J'ai vu Généalogie de la violence, que j'ai trouvé plutôt bien fichu en termes de plan, de réalisation. Après, je sais pas, je crois que j'ai du mal à me projeter dans le court-métrage. C'est peut-être trop court, me direz-vous, pour que j'arrive à... En fait, je pense que je suis pas habituée du tout au format. Du coup, je sais pas apprécier si ce que j'aime pas, etc. Parce que je suis pas du tout familière du format. Peut-être que si j'en vois plus, je saurais davantage en parler. Et j'ai vu Paysage après la bataille de Joao Paulo Miranda Maria. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et je l'ai vu parce que c'est Avzia Herzi, la personnage principale de ce court-métrage, qui a été fait en 2025, et que j'adore cette femme. Et sinon, dans la même chose, dans ce que ça raconte, bah, c'est toujours ouais, je sais pas, j'arrive pas à saisir en fait le format. Donc voilà pour tout ce que j'ai vu de films pendant cet été. Qui dit été dit également lecture. Quel plaisir d'avoir du temps long pour lire et de pouvoir passer plusieurs jours d'affilée, si je le souhaite, à lire toute la journée. Exceptionnel. Exceptionnel. J'ai lu Les oiseaux électriques de Potakoudi. Bon, on n'est pas sur tout de suite de la grande lecture parce qu'il s'agit d'un album jeunesse, bien qu'il soit assez dense, écrit par Kartika Nair, illustré par Joël Jolivet. C'est magnifique. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré ce que ça raconte socialement. C'est à la fois un album
jeunesse et à la fois quelque chose quand même d'assez complexe et qui nous raconte plein de choses, et les illustrations sont magnifiques. J'ai fini Génération Loup, qui est le gros recueil compile que Julien Nil a sorti pour fêter je ne sais quel anniversaire de Lou. J'ai adoré découvrir évidemment les nouvelles histoires et les planches exclusives et tous les dessins de travail de Lou. Par contre, je dois dire que j'ai été archi déçue parce qu'en fait, tout ce que Julien Nil faisait, qui était particulièrement problématique à plein d'endroits quand il était plus jeune, en fait, ça ne m'a pas du tout intéressée. Et il y a plein de choses de ces histoires parallèles, des personnages qu'il a créés avant, après, pendant Lou. Enfin, en fait, je n'ai réussi à créer aucun lien entre ce qui n'était pas Lou et Lou. Ce qui a fait que pour moi, la moitié du livre, je suis en mode, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Et j'avoue que j'ai été déçue parce que tout le monde en parlait comme d'un truc super en mode, waouh, ça donne tellement de plus sur l'univers de Lou. En fait, moi, je n'ai pas réussi à connecter tout l'univers de Julien Nil en dehors de Lou avec Lou. Donc ça m'a un peu déçue. Mais après, il y a beaucoup de choses autour de Lou qui m'ont permis d'apprendre des choses sur Lou. Mais le truc, il est quand même énorme et je trouve que proportionnellement, il n'y a pas tant de Lou que ça. Mais peut-être que c'est parce que je me suis focus que sur ce qui m'intéressait moins. I don't know. J'ai lu une histoire dessinée de la danse, qui est donc une bande dessinée qui raconte l'histoire de la danse. Je sais pas trop quoi en penser. Alors, moi je connais l'histoire de la danse pour l'avoir étudiée, etc. Donc le film, pas du tout. La BD m'a rien appris en soi. Après, j'ai trouvé intéressant le choix de prendre deux personnages fictifs qui traversent les époques, avec l'idée que en prenant des personnages qui traversent les époques et donc l'histoire de la danse, ça permet d'incarner et que dans un corps, cette histoire soit traversée. Et je trouve que ça fait grand sens parce que la danse, c'est le corps. Et donc je trouve que ça fait sens de s'être dit, on prend des personnages qui vont nous emmener à travers l'histoire parce que elles et eux vont traverser la danse et les évolutions de la danse au cours de l'histoire dans leur corps. Donc je trouve l'idée intéressante. Mais par contre, vu que ces personnages sont entièrement inventés pour la BD et complètement fictifs, mais qu'ils interagissent avec des personnages historiques et des faits et des personnes historiques de l'histoire de la danse, bah, je trouve que parfois il y a des choses qui sont pas claires, parce que parfois il se passe des choses assez intéressantes, mais qui sont une interaction entre des personnes historiques de l'histoire de la danse et ces personnages fictifs. Donc ces interactions de fait n'ont pas existé, mais pourtant elles sont importantes dans ce qu'elles disent de l'histoire de la danse. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait ce rapport entre fiction et réalité qui se perdait un peu de vue, alors qu'on est sur une histoire dessinée de la danse. Et que du coup, bah, en fait, si mon personnage il interagit avec Isadora Duncan, qui lui dit un truc hyper intéressant, ou qui se passe entre ces deux personnages un truc super pertinent par rapport à l'histoire de la danse, qu'est-ce que j'en sais de cette interaction est purement fictive parce que personnage fictif, ou en fait cette interaction a eu lieu avec un autre personnage historique, on le sait via ci ou ça, et donc c'est réel. Donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage et en même temps hyper intéressant, je le disais, cette idée de faire incarner la danse. Enfin voilà, de la faire traverser dans un corps, mais qui est en fait dans tous les cas une BD, donc ça ne fait pas moins traverser l'histoire dans le corps, mais bref. Voilà, mais c'était intéressant et je l'ai trouvé par contre assez dense et lourd, et je me dis pour quelqu'une qui n'a aucune notion d'histoire de la danse, c'est peut-être un peu beaucoup. Ensuite, j'ai lu La fin des monstres de Talma Desta, exceptionnel, incroyable lecture. C'est un récit trans, et je trouve ça toujours intéressant. Moi, les histoires trans, la question de la transidentité, je la connais pas pour la vivre, je me renseigne beaucoup parce que je veux pouvoir être dans ce monde une personne renseignée, alliée la plus juste possible. Et je trouve que c'est toujours intéressant de multiplier la lecture de récits trans, donc de personnes trans qui se racontent, pour aussi prendre la mesure de, non pas que je l'apprenne en lisant La fin des monstres, mais c'est important de prendre et reprendre constamment la mesure à quel point chacune, enfin chaque histoire, chaque récit de transidentité, chaque récit de transition est propre à chacun, chacune. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à trouver toujours, à essentialiser les choses et à schématiser et à dire bah oui, une personne trans c'est une personne qui depuis toute petite se sent qu'elle est pas née dans le bon corps, etc. Et je trouve ça hyper intéressant dans le livre de Talma Desta, c'est que Talma Desta n'a jamais été l'enfant qui ne se sentait pas qui s'est senti né dans le mauvais corps. Au contraire, le switch et la révélation entre guillemets de la transidentité a été hyper tardive, mais parce que Talma Desta nous raconte qu'en fait sa préoccupation jeune, c'était juste de survivre.
parce que foyer violent, parce que père violent, etc. Et qu'en fait, quand ta préoccupation en grandissant, c'est de survivre, littéralement, bah en fait, tu ne te poses pas la question, tu n'as pas la liberté, le temps de te poser la question de ton identité, de qui tu es, de qui tu te sens, etc. Donc j'ai trouvé ça ultra intéressant, c'était super. Ensuite, j'ai lu Désorientale de Nejar Javadi. Exceptionnel, meilleure lecture de l'année pour sûr, peut-être même des 10 dernières années. C'est incroyable Désorientale, je le conseille à quiconque. En fait, c'est un roman qui fait des sauts dans le temps. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnages, avec les noms et avec les temporalités. Enfin, les temporalités, ça va, mais en fait, j'ai du mal quand il y a beaucoup de personnages à me rappeler des noms et tout. Et quand j'ai une timeline qui est comme ça, et qu'en fait, je passe de là, et puis après, je vais là, puis après, je vais là, et puis après, mon présent, il est là, puis je vais là, mais en fait, je vais là-bas, dans le passé, et puis ensuite, je retourne un peu dans le passé, mais là, je suis dans le présent, et ensuite, je retourne dans ce passé, mais sans le dater, je sais que je... En fait, c'est brillant d'écriture parce qu'on n'est jamais perdu, alors que ça va dans tous les sens en termes de temporalité, et j'ai trouvé que les bons dans le passé, sans qu'on reprécise à quelle année on est, en fait, on arrive à se situer précisément dans la timeline tout le temps. Il y a plein de personnages et je n'ai jamais été perdue. Et ça, pour moi, c'est symptomatique d'une force d'écriture, mais c'est irréel, c'est irréel. Je m'attendais à tout. Quand il y a eu un premier aller-retour, j'étais en mode, oh là, ok, je vais galérer. Pas du tout. Pas du tout. Et par ailleurs, c'est politique. Euh, dans ce que ça raconte, dans le vécu de cette femme, personnage principal, etc. C'est super. Il faut absolument lire Désorientale. Ensuite, j'ai lu Le Rouge du Tarbouche d'Abdelataya. Tout ça, c'est drôle parce que La fin des monstres, Désorientale et Le Rouge du Tarbouche, je l'ai emprunté à la même copine. Et Désorientale, c'est son livre préféré, c'est pour ça que je voulais le lire. Et Abdelataya est un auteur qu'elle aime beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que je voulais lire Le Rouge du Tarbouche. Enfin, elle m'a prêté Le Rouge du Tarbouche. J'ai bien aimé ce que ça me raconte dans le fond, mais en fait c'est un format où c'est des chapitres courts qui sont chacun une petite histoire qui est plus ou moins déconnectée de toutes les autres. Et j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché à ce format petites histoires. Donc j'aimerais bien lire d'autres livres d'Abdelataya, peut-être sur sur un autre rythme, à moins que tous ces livres soient comme ça, mais je ne crois pas. Ensuite, j'ai lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, puisque on s'est organisé avec quelques proches une petite retraite de lecture. On est parti pendant 2 jours dans une maison à la campagne pour ne rien faire si ce n'est lire, et c'était super. Et on voulait se faire une petite lecture commune d'un livre de moins de 100 pages, et on s'est dit, parce qu'en fait aucune d'entre nous n'avait lu Le Petit Prince, alors qu'on en entend parler depuis la nuit des temps. Donc j'ai lu Le Petit Prince, on en a parlé et tout, c'était hyper intéressant, mais alors j'ai pas trop accroché au Petit Prince. Même chose, c'est peut-être un livre écrit à hauteur d'enfant, je pense, parce que c'est un livre pour les enfants, qui moi m'a assez peu parlé en tant qu'adulte. Et j'y ai creusé, hein, j'ai cherché les métaphores, j'ai cherché les significations, les trucs, peut-être que j'ai trop creusé. Peut-être que je sais pas, ça m'a pas du tout parlé. Alors, ça a fait sens, je veux dire, il y a plein de choses voilà, qui dans les métaphores font sens, j'ai compris un certain nombre de métaphores, etc. Mais ça m'a pas parlé, ça m'a pas touché. Et on n'était pas complètement unanime, enfin moi j'ai pas été touchée par ce truc poétique et tout, je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Et on était plusieurs dans ce cas-là, et c'était hyper intéressant. Après, on a passé plus de temps à rechercher l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry qu'à chercher des infos sur le livre. Donc c'est là que se pose la question de l'intérêt qu'on a trouvé dans le livre. Mais ouais, je me dis, je regrette presque de ne pas l'avoir lu enfant, parce qu'après j'ai échangé avec un copain à ce sujet qui lui l'a lu enfant, et qui quand il l'a vu est en mode « Ouah, trop bien, Le Petit Prince, j'adore ce livre ». Parce que c'est un souvenir impérissable d'enfant, de lecture hyper intéressante, hyper riche, qui raconte plein de choses, avec une belle histoire, etc. et qui fait sens à plein de niveaux. Mais il l'a lu quand il était enfant. Donc je me dis, bon, à défaut de pouvoir remonter le temps, c'est bien de pouvoir échanger avec des gens qui l'ont lu enfant. Et ensuite, moi, mes lectures de ma retraite, c'était Hunger Games. Donc j'ai relu les 3 Hunger Games, parce que je voulais lire, j'avais pas encore lu les 2 préquels, sortis là dans les dernières années. Hunger Games, c'est vraiment un banger. Hein. Franchement, je suis trop contente de les avoir relus. J'ai pleuré, chouiné comme si je découvrais l'histoire. Déjà, tout début du premier, la moisson, je suis en mode, ça pleure à chaudes larmes. Je suis en mode, ah oui, d'accord, on en est là. Et vraiment, Hunger Games, un hit, superstar. Suzanne Collins, superstar. Et du coup, cet été, j'ai lu La Ballade du serpent et de l'oiseau moqueur, qui est le premier préquel qu'elle a sorti sur la jeunesse de Snow, que j'ai trouvé trop bien, parce que c'est vraiment trop chouette. C'est du fanservice,
déjà le principe de faire un préquel c'est un peu du fanservice parce que voilà, on sait comment ça se passe et comment ça se termine, donc c'est aussi connecter la jeunesse de Snow à tout ce qui se passe dans la trilogie qu'on connaît, et comment est-ce qu'en fait Snow, sa haine de Katniss, le district 12, le rapport à tout ça, en fait est ancré dans Snow, dans lui, dans sa jeunesse et dans son histoire. Je trouvais ça hyper chouette. Par contre, après je veux pas trop en dévoiler parce que voilà, à la fin des jeux de Snow, enfin dont Snow est mentor là, il y a un switch qui s'opère, c'est un changement de partie dans le livre, et ce qui lui arrive, je suis un peu en mode, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce qu'en gros il est puni pour avoir triché. Enfin, mais en fait on peut pas tricher à des jeux qui n'ont pas de règles. On nous dit pendant tout le livre et pendant tout enfin pas maintenant, en present times, genre la trilogie initiale il y a des règles et tout machin, mais là à cette époque c'est un peu l'anarchie, genre il n'y a pas de règles dans les Hunger Games, mais par contre il est puni, pénalisé pour avoir triché. En fait je peux pas tricher dans un jeu où il n'y a pas de règles. Donc ça m'a un peu agacé les arguments qui étaient avancés pour exécuter la punition dont il fait l'objet, et j'étais un peu en mode, en fait ça m'a saoulé. Et du coup, vu que je suis restée bloquée sur ce truc de ça n'a pas de sens, ça m'a un peu contrariée, mais après, bon, voilà, ça a déroulé, je suis assez. Je suis très contente, et par pitié, Suzanne Collins, fais-nous un livre par jeu, un livre par année depuis le day one, je sais pas, raconte-nous la guerre, raconte-nous raconte-nous, donne-moi plus, qu'il y ait 75 Hunger Games en fait, parce que c'est tout ce qu'on mérite. Voilà pour les livres. Et j'ai fait quelques expositions à Paris et à Rennes. Et c'est comme ça que se terminera l'été, parce que quand même, là, ça fait un moment qu'on piaille. J'ai vu Banlieue chérie au musée de l'histoire de l'immigration. Alors déjà, comment dire, j'ai pas compris, mais j'ai été bouleversée en mettant les pieds dans ce lieu. Je sais pas, j'ai été prise d'une émotion comme ça, de me dire, waouh, ce lieu est exceptionnel. J'y étais jamais allée au Palais de la Porte Dorée, etc. Bon. L'expo, je l'ai trouvée trop cool. Je l'ai trouvée trop bien, et j'ai adoré comment elle vivait, enfin comment les gens la faisaient vivre. En fait, je crois que c'était la première fois que j'allais dans un musée où dans l'exposition les gens réagissaient autant, avaient pas peur de faire du bruit, et surtout où c'était des gens concernés par la thématique et ce que raconte l'exposition. Genre il y avait plein de gens qui regardaient les photos en mode ah attends, moi j'ai vécu là, machin, truc et tout, ah mais oui ça, truc, ah mais non mais nous à Lyon c'était... Enfin voilà, il y a la question de la banlieue, j'ai trouvé que c'est vraiment des gens qui ont vécu, vivent ou que sais-je, qui connaissent la banlieue, qui traversaient, en tout cas le jour où j'y suis allée, qui traversaient cette exposition et la faisaient vivre. Et du coup j'ai adoré comment l'ambiance en gros qui régnait dans l'expo, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé globalement très chouette. Après j'ai trouvé que pour une exposition sur les banlieues, il y avait quand même assez peu de contenu sur la question des violences policières. Il y a quand même une partie, mais j'ai trouvé que c'était un peu léger proportionnellement à la réalité vécue des banlieues et à la place que ça occupe la violence policière dans la réalité vécue des banlieues. J'ai trouvé que c'était un peu sous-proportionné. Mais je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai fait l'expo Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris. La Philharmonie, moi, c'est la deuxième exposition que je fais là-bas. C'est des grandes expositions thématiques qui, pour moi, sont toujours très 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 réussies. Immersive, bien mise en scène, il y a toujours de la musique et ça, mine de rien, pour moi dans une expo ça change tout. C'est une espèce de grand espace où tu circules, il n'y a pas forcément genre une salle après une salle avec une narration et tout. J'ai trouvé que c'était chouette sur comment est-ce que ça racontait de façon précise l'importance que les communautés queer ont eu dans l'existence et la constitution de la disco comme genre musical. Il y a juste un cartel sur la ballroom qui m'a profondément contrariée. Parce qu'on parle de la ballroom en parlant genre des personnes queer sans préciser aucunement qu'on parle de personnes queer racisées, latino, noires, américaines, et que en fait c'est parce que ces personnes étaient exclues des drag shows blancs qu'elles ont fondé la ballroom, et je trouve ça un peu, c'est presque de la désinformation que de parler de ballroom sans parler du fait que ce ne sont pas juste des personnes queer qui ont créé la ballroom, mais des personnes queer racisées, et qu'en fait sinon la ballroom n'aurait jamais existé si ces personnes avaient trouvé leurs espaces dans les communautés drag queer blanches. Voilà, c'est juste ça qui m'a profondément contrariée. J'étais un peu en mode, en fait là c'est presque mentir de pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé l'expo très très chouette et avec très belles choses. Enfin voilà, j'ai passé un trop bon moment. Ensuite, et alors là j'ai pas passé un très bon moment, je suis allée à l'Institut du monde arabe voir Trésor sauvé de Gaza, 5000 ans d'histoire. Je vais pas m'attarder parce que j'ai pas l'énergie et la disponibilité d'en parler, mais j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça sans intérêt. Et si c'est faire une expo pour avoir Gaza écrit en
taille je ne sais combien sur la façade de ton établissement, Jacques, bah en fait, va te faire voir. Parce que là, ce que tu racontes, ça raconte rien. Tu fais une exposition sur Gaza sans jamais, 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 une fois, il y a écrit Palestine en tant que territoire, jamais tu parles de la Palestine en tant que pays, jamais tu parles des gens, et que les trésors sauvés de Gaza qui traînent dans une réserve en Suisse depuis des années parce que les conditions de leur retour ne sont pas assurées, en fait, tu peux pas faire, ça m'intéresse pas de faire une expo Trésors sauvés de Gaza 5000 ans d'histoire où t'as deux salles, une salle où t'as juste des bouts de cailloux qui racontent rien et une autre salle où tu dis ouin ouin c'est trop triste, le patrimoine est en danger. Bah c'est pas ça qu'on veut entendre, c'est pas ça qui fait sens et qui raconte quelque chose. L'extermination d'un peuple et d'une culture par l'extermination de son patrimoine, là déjà ça aurait fait pour moi un peu plus sens. Donc en fait, faire une exposition sur Gaza mais sans vouloir en faire quelque chose de politique, bah l'Institut du monde arabe, bah dans ce cas-là, je comprends parce que t'es une institution, bah dans ce cas-là, fais rien. Bref. Ensuite, je suis allée à Rennes. Je suis allée faire l'exposition Fleurs au-delà des apparences à l'écomusée de la Bintinay. C'est trop mimi, c'est une exposition sur les fleurs. C'était trop cool, trop chouette, et le lieu a l'air exceptionnel. Alors il faisait pas beau, donc j'ai pas fait toute la grande promenade, mais je suis allée voir les chevaux et les moutons. Mais ouais, l'écomusée de la Bintinay, c'est un lieu trop chouette. Mais c'est quoi ce brouhaha? Ensuite, je suis allée au musée des Beaux-Arts de Rennes. J'ai vu deux expositions. L'alchimiste, Guilda, Suzanne et les autres sculptures d'Elsa Salle, qui est l'exposition qui était qui est une exposition d'art contemporain, de sculptures, dont certaines sont très chouettes, d'autres un peu moins chouettes. Voilà tout ce que j'ai à dire, ça m'a pas retourné le bide, ça m'a pas transcendé, mais j'ai trouvé des trucs très très cool. Et après, j'ai fait en partie l'exposition Claire Tabouret entre la mémoire et l'oubli. Je l'ai faite, en fait, il y avait des petits moments de médiation express et la médiatrice, elle nous a présenté ça. Moi, je pensais que ça allait être juste une sélection d'œuvres qu'elle nous présente. Et en fait, elle nous a présenté ça comme une médiation sensible, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai pas du tout accroché au truc où elle nous posait des questions, les débats à droite, à gauche, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que si, ou faut se déplacer. Enfin, le truc était bondé. En fait, j'aurais préféré juste un temps, soit la découvrir seule, soit un temps où en fait, tu me présentes des œuvres, tu fais une sélection d'œuvres qui font sens dans l'exposition pour ta médiation. Voilà, je m'attendais pas à une médiation sensible, j'avais pas envie de ça, j'avais juste envie d'entendre des infos sur des œuvres pour pas avoir à les chercher moi-même. Et j'ai pas trop trouvé cette chose-là, donc voilà, je me suis dit que c'était dommage d'avoir attendu le créneau de la visite de médiation machin pour faire l'expo, alors qu'en fait j'aurais peut-être pu en profiter plus longtemps, aussi parce que j'étais un peu contrainte dans le temps, si je l'avais exploré moi-même toute seule. Après j'ai quand même exploré toute seule malgré la médiation, mais beaucoup moins. Mais par contre, Claire Tabouret, j'ai adoré son travail, visuellement, j'ai trouvé ça trop bien. C'est le genre de peinture et de travail qui me donne envie de crier dans les musées parce que j'aime bien, que je trouve ça satisfaisant, je trouve ça beau, et donc j'ai trouvé ça trop trop cool. Mais c'est vrai que j'en ai pas trop eu la full experience dans ce que ça raconte. J'ai vu des tableaux que j'ai adorés, mais j'ai pas pris le temps d'analyser, décrypter ce que ça raconte, cette expo. Voilà, mais en tout cas c'était trop chouette, et surtout j'ai visité Rennes pour la première fois et c'est trop sympa comme ville. Voilà pour le bilan de l'été 2025.